vidéo seulement maintenant. Mesdames les présidentes, merci beaucoup pour ces propos et ces premiers éclairages. J'aimerais revenir parce que nous sommes face à une situation tout à fait particulière actuellement, cette crise Covid, et notamment la vulnérabilité qui touche les personnes âgées en structure EHPAD. Et je vais vous lire, Madame Casagrande, parce que vous avez pris en tout cas quelques positions et je trouvais tout à fait intéressant votre vision en disant on s'est focalisé exclusivement, je vous cite, hein, sur la médecine technicisée et on a oublié de ce fait les vulnérables classiques. Dans la crise du Covid, on a une lecture très stigmatisante et très chosifiante des personnes âgées. Et j'apprécie particulièrement ces propos parce que je crois qu'en effet, actuellement, en EHPAD, la question de la bientraitance, c'est-à-dire cette forme, pour certains endroits, d'extorsion vaccinale et de l'oubli de la liberté de choix des personnes vulnérables par rapport à cette solution, le vaccin, est aujourd'hui un forçage véritablement à quelque chose que la société veut définir comme de la bientraitance, mais qui, pour certains, et peut-être pour l'anecdote, ça ne vous aura pas échappé ce week-end, qu'une sexagénaire a volé un camion de pompiers pour s'échapper de son EHPAD. Donc, ce qui peut signifier, alors je n'ai aucune information quant au fait peut-être qu'elle commence un Alzheimer et qu'elle a pris un camion de pompiers, mais ça donne quand même du sens, quand bien même elle aurait quelques troubles du comportement. Et peut-être aussi revenir sur cette question qui a été extrêmement choquante pour l'ensemble des soignants de la région Grand Est l'année dernière, question autour de l'utilisation à outrance du Rivotril pour accompagner les personnes âgées qui ne pouvaient pas accéder aux soins, hein, dans un moment extrêmement difficile de la crise. Mais au fond, et beaucoup de familles nous le disent, alors je suis psychiatre et c'est vrai qu'en discutant avec mes confrères psychiatres, aujourd'hui, ils ont tous tout cet après, hein, en début 2021, cet après de ce que les personnes ont subi, de ce que les familles ont subi et de ce qu'on a fait subir à un moment donné aux personnes âgées en les accompagnant vers une forme d'euthanasie active avec l'utilisation du Rivotril. Je pourrais également parler de la santé mentale, mais je vais m'arrêter là, sinon Madame la Présidente va me gronder parce que je vais prendre trop de temps de parole. Mais en tout cas, merci pour votre présence parmi nous. Je pense qu'il y a eu un enrôlement sécuritaire qui, chez certains, a été un enrôlement consenti à toute vitesse. Parce que l'effort de l'autre, c'est un effort permanent. Et quand on a peur, on économise son énergie et par conséquent, on a moins de disponibilité à l'effort. Or, rencontrer un malade d'Alzheimer, prendre son temps, le laisser déambuler, être attentif et doux avec une personne polyhandicapée pendant une toilette, tout cela prend une énorme énergie, l'énergie du care, pourrait-on dire, l'énergie de la sollicitude, du prendre soin. Donc oui, nous avons eu un paradigme où nous nous sommes tous précipités vers une sécurisation automatisée. J'ajoute que nous avons fait disparaître les instances de la démocratie sanitaire et que dans les établissements comme au niveau des régions, les instances de débat ont disparu et ont montré et ont laissé une certaine amertume à toutes les personnes qui s'investissent dans la démocratie sanitaire ou la participation des personnes au dispositif. On les a congédiés au motif que là, on était sur un truc sérieux et urgent et donc on n'avait pas à le réfléchir avec eux. C'est évidemment pas ce qu'il fallait faire. Plus de personnel et mieux formé. Revaloriser les métiers de l'autonomie. Commencer par ne pas les prendre en pitié. La pitié est une autoroute de facilité consistant à dire « Oh là là, ben vous avez vraiment du mérite, moi je ne le ferai pas. Vous êtes courageux, oh là là ». Et les auxiliaires de vie d'EHPAD m'ont, pendant mes premières années de carrière, énormément parlé de cela et à quel point ça ne les aidait pas. Nous devons les estimer. Et les estimer, c'est leur permettre de se former, d'évoluer, d'exercer des responsabilités même à des bas niveaux de qualification, parce qu'on a des personnes qui peuvent être extrêmement
extrêmement bien armés pour assumer un certain nombre de responsabilités. Et je rappelle, parce qu'on en a un peu moins parlé, mais je pense que vous l'avez tous à l'esprit, qu'au domicile, si les personnes ne sont pas formées pour être responsables, c'est une catastrophe. Et là, on n'a personne pour réguler et tout se passe entre les familles, la personne et le professionnel, et on sait que ça donne le meilleur, mais aussi le pire. Quels sont les leviers à actionner pour lutter contre l'agisme? Vous l'avez vu, nous utilisons les mots de situation de vulnérabilité parce qu'effectivement, pour nous, et la discrimination est une des formes de maltraitance, pour nous, l'agisme, la ségrégation est évidemment un fléau dont il faut se départir. Alors, comment faire? Si vous voulez bien, je ferai référence à une autre de mes casquettes militantes, qui est un plaidoyer qu'Agnès Buzyn a signé il y a 2 ans, qui s'appelle Associons nos savoirs. Et ce plaidoyer propose d'installer à l'école, au collège, à l'université, dans les formations des travailleurs sociaux et des acteurs de la santé, la mobilisation des savoirs expérientiels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour installer une culture de la non-ségrégation, il faut qu'une personne handicapée, très âgée, ou qu'une ancienne personne détenue ou ancienne prostituée puisse venir parler aux élèves de ce que c'est que la citoyenneté. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de mobiliser nos enseignants, nos professeurs et nos formateurs de futurs médecins, de futurs travailleurs sociaux. Seuls, nous pouvons et nous devons reconnaître que la situation d'avancée en âge et peut-être de perte d'autonomie fonctionnelle, la situation de handicap, la situation de précarité enseignent des savoirs expérientiels et que ces savoirs expérientiels, les jeunes étudiants sont passionnés de les découvrir. Dans une expérience menée à Vancouver depuis 10 ans, Angela Toll, à l'Université de Colombie-Britannique, fait former tous les futurs médecins, sages-femmes, kinés, dentistes, infirmiers, je pourrais en nommer d'autres, par ce qu'on appelle des tuteurs. Et ces tuteurs sont soit des personnes malades chroniques, en situation de handicap ou de précarité. Et ces tuteurs enseignent à ces étudiants de différentes disciplines ce que c'est que l'interdisciplinaire et de travailler autour et avec une personne. De telles initiatives modernisent l'enseignement, donnent accès aux élèves à la vraie vie que de toute façon ils connaissent, mais au lieu que cette vraie vie soit un extérieur renié par la République, on la fait entrer dans un partage d'expériences qui est le propre de la démocratie, et je cite ici John Dewey. Vous m'avez demandé, Madame Martine Vonner, si la crise Covid avait abouti à une lecture très chosifiante des personnes âgées. J'en suis absolument convaincue. Et une utilisation à outrance d'un certain nombre de médicaments et de dispositifs, j'en suis convaincue aussi. Je crois que dans un certain nombre de cas, les alertes qui sont parvenues au titre de la Commission nationale de maltraitance stupéfieraient les personnes qui pensent que que le Covid a été un moment, j'allais dire, où on s'est pleinement mobilisé pour les aînés. Moi, j'ai eu des équipes qui m'ont dit « Oh, c'est bien parce que maintenant, les familles ne viennent plus, on n'est pas embêtés ». J'ai eu des personnes qui me disaient que des familles sur un parking d'EHPAD qui parlaient à leur maman qui était au balcon du dessus, leur disaient, la carte de santé leur disait « Non, il ne faut pas revenir parce que vous allez répandre le Covid ». On a fait dire n'importe quoi à ce Covid et on a légitimé des pratiques de panique. Et personne ne peut parler à la place de ceux qui étaient en place à ce moment-là. Des pratiques de panique, mais aussi des amertumes, puisque vous le savez bien, les primes qui ont été accordées ont laissé des équipes très fracturées entre ceux qui en étaient et ceux qui n'en étaient pas. Nous avons des équipes qui ne sont pas unifiées par les primes, mais qui sont amères par ces primes. Alors, il ne me revient pas de rentrer dans les détails, mais Madame Vonner, je partage absolument votre analyse. Nous avons eu des déchirements et puis des pratiques et des soignants exposés à des morts en masse, à des étudiants absolument bouleversés. Moi, j'ai eu des témoignages. Donc, comment faire la part des choses entre ceux qui ont été bouleversés et du fond du cœur se sont battus et ceux qui ont été enrôlés très vite pour 1000 raisons dans des postures figées, automatisées, robotisées, on ne le saura jamais. Et en tout cas, c'est évidemment pas moi qui peux dire quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est qu'il est temps de guérir dans le temps un certain nombre d'amertumes et de folies sécuritaires, et que pour cela, il va falloir les parler et les nommer. Et pour cela aussi, je vous remercie d'entendre ce mot maltraitance et de comprendre qu'il est complémentaire du mot bientraitance et pas qu'il est inacceptable. Et je sais qu'avec Annie Vidal, c'est un combat de long terme.